Heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans ce nouveau numéro de notre émission Entretien-Analyse. Je reçois pour vous Rachidi Ojo, journaliste, spécialiste des questions politiques. Il sera question aujourd'hui de l'actualité électorale dans toutes ses implications. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pessoyo, merci de votre invitation. Alors, Rachidi Ojo, nous sommes à quelques jours, on va dire maintenant, de l'élection présidentielle au Bénin en 2021. Actualité électorale, quel regard portez-vous sur tout ce qui se passe? Un regard très positif, très confiant de constater que malgré tout, malgré les intimidations, la symphonie de la violence, la rhétorique pratiquement guerrière de certains acteurs politiques, les institutions chargées de l'organisation du scrutin font le travail avec une sérénité extraordinaire. Confiant aussi parce que, malgré tout, les Béninois, dans leur immense majorité, gardent quand même l'espoir de vivre un scrutin pacifique, apaisé, dans de très bonnes conditions, sans psychose, sans trouble, sans événements fâcheux. Le reste, c'est une question de responsabilité individuelle. Alors, vous parlez d'élections pacifiques et tout, pendant que nous sommes dans une atmosphère où il y a comme un risque de tension, de compromission, de paix par les deux camps, autant par la mouvance que par l'opposition. C'est vrai que l'opposition a un discours plutôt guerrier, mais la mouvance de sa position aussi n'est pas, semble-t-il, dans le rôle de légèrement fermer les yeux ou d'apaiser le jeu. Alors, vous voyez, même quand vous posez la question, vous vous rendez compte que s'il y a quoi que ce soit reproché à qui que ce soit dans la situation actuelle, dans le processus tel que conduit aujourd'hui, ce n'est pas aux acteurs de la majorité présidentielle. Parce que de ce côté, le discours, il est clair, il est limpide, il est responsable, il est apaisant, il est rassurant. Et quand vous parlez de risque, de tension, de compromission de la paix, j'ai bien envie de vous demander à quoi est-ce que vous faites allusion. D'autant plus que pour n'importe quelle élection présidentielle dans n'importe quel pays au monde, il y a des règles, il y a des critères, il y a des lois, et l'essentiel est que le processus électoral soit conduit dans le respect de la légalité. Et c'est ce que nous vivons depuis plusieurs semaines dans notre pays. Alors, pourquoi parlerait-on de risque de tension? Des tensions, pourquoi? Parce que, avant de pouvoir parler des tensions, il faut pouvoir mettre en avant les faits. Et aujourd'hui, raisonnablement, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fait qui puisse amener les acteurs à alimenter le chaos, à organiser de la violence, à créer de la tension. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que rien ne peut justifier la violence dans un État démocratique. Lorsqu'on est acteur politique, oui. On est face à une situation. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas être l'acteur par lequel la tension survient. Donc, si on reste ici aujourd'hui alors que tout se passe très bien, alors qu'il n'y a pas a priori de problèmes politiques insurmontables, à part ce que je peux considérer comme les frustrations réelles ou imaginaires de quelques-uns d'entre nous, qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait des tensions? Qu'est-ce qui peut justifier que l'on menace? Qu'est-ce qui peut justifier que l'on craigne pour sa vie ou pour la vie des autres? C'est plutôt la question qu'il faut se poser. Je pense que, quand je parle ainsi, c'est vraiment pour faire toucher du doigt à chaque acteur de notre société la portée de sa responsabilité dans la préservation de la paix dans cette période que nous sommes en train de traverser. Parce que pour qu'il y ait violence,
Il faut pour qu'il y ait tension, pour qu'il y ait trouble, il faut que des acteurs puissent mettre en branle des actions. Il faut que des gens agissent. Et ceux qui vont agir, ce sont des êtres humains. Et donc, si aujourd'hui, nous comprenons déjà tous la nécessité, l'impérieuse nécessité de nous mettre à l'abri des violences, de prévenir les violences, de prévenir le chaos, de prévenir les tensions, de mon point de vue, il n'y a pas lieu de parler de risque de violence. Aujourd'hui, les Béninois peuvent être sûrs de quelque chose, d'avoir un État. Tous les pays du monde n'ont pas cette chance. Un État protège, un État prend ses responsabilités, un État garantit la sécurité de ses citoyens, un État essaie d'agir en amont et en aval pour faire en sorte que les climats sociaux soient vivables pour tout le monde. Et je pense aujourd'hui que les actes que les femmes et les hommes que font l'État béninois posent vont beaucoup plus dans ce sens. C'est plutôt rassurant que d'être là, à claironner à longueur de journée, qu'il y aura des risques de tension, qu'il y aura des troubles, parce que soi-même, on a envie de faire quelque chose qu'on ne dit pas ou qu'on a des intentions cachées. Alors, Rachid Odio, comment est-ce que vous pouvez faire abstraction de tout risque de tension? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'on aura des élections pacifiques? C'est le vœu de tout le monde, certes. Lorsque une frange de la classe politique se sent alors complètement exclue, lorsqu'on procède à l'arrestation tous azimuts d'opposants, comment est-ce que tout peut aller normalement bien? Dans votre question, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Lesquelles? D'abord, vous parlez d'abstraction de ma part, de fait, qui pourrait justifier que certains empruntent le chemin de la violence ou des troubles. Si je ne vous ai pas bien compris, il faut me dire. Non, c'est bien ça. Alors, puissions-nous, comment pouvez-vous penser un seul instant que dans un pays, parce qu'on a un désaccord politique, parce qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont un processus électoral est conduit, parce que l'on ne se retrouve pas dans ce qui est fait politiquement dans le pays, mourir des intentions de trouble. Parce que si vous, là où vous êtes, vous vous dites dans votre tête que jamais la violence ne viendra pas par moi, et que chacun des 12 millions de personnes que nous sommes sont en mesure de faire la même chose, dites-moi, comment est-ce qu'on aura la violence? Comment est-ce qu'on aura le chaos? Non, tous les 12 millions ne peuvent pas se dire la même chose parce que parmi ces 12 millions, il y a quand même cette frange cette partie de la classe politique qui se sent fortement exclue. Alors, non, je viens, c'est la deuxième dimension de votre question. Okay. Ce que je tente de vous expliquer à travers ma première démonstration, c'est que rien ne peut expliquer que citoyen, que Béninois emprunte la voie de la violence pour se faire justice par rapport à une situation. Parce qu'il est fâché, parce qu'il est mécontent, parce qu'il n'est pas d'accord. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça en démocratie. La violence n'est pas un recours pour un démocrate. Il faut que ça soit clair dans nos têtes. Et que, quel que soit ce que l'on a à exprimer, à dire, il faut pouvoir l'exprimer de la manière la plus pacifique, la plus courtoise et la plus respectueuse des institutions démocratiques. Parce que la violence ne tombera pas du ciel. La violence ne viendra que par des individus. Et c'est en ça que je dis que rien ne peut justifier la violence. Rien et rien du tout. Alors, deuxième dimension de votre question, la deuxième chose, vous parlez d'exclusion. Exclusion par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et par rapport à quel fait? Il y a eu un processus électoral dont les règles sont connues tout au moins depuis 2019, que le pays a procédé à la révision de la Constitution et s'est doté d'un nouveau code électoral
Les conditions de participation au scrutin présidentiel sont connues de tous les partis politiques, de tous les porteurs de projets de candidature à l'élection présidentielle. Il y a eu l'enregistrement des candidatures à la Sénat. La Sénat a fait son travail. Il y a eu des recours devant la Cour constitutionnelle qui a fait son travail, qui a rendu sa décision. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Est-ce qu'il est encore judicieux? Est-ce qu'il est encore cohérent de continuer à parler d'exclusion? Avez-vous déjà vu une élection présidentielle quelque part au monde où toutes les personnalités ou tous les citoyens qui ont envie d'être candidats ont pu l'être? Jamais. Parce que pour l'élection présidentielle ici, comme ailleurs, il y a toujours des critères, il y a toujours des conditions. Et pour être dans le starting block, il faut pouvoir respecter les conditions. Le fait que certaines personnalités ne sont pas arrivées à réunir volontairement ou involontairement certaines conditions ne devrait pas nous amener à parler d'exclusion. Ceux qui parlent d'exclusion en parlent pour des questions de prise de position politique. Ce n'est pas un crime. Mais moi, de ma position, et vous aussi de votre position, vous deviez pouvoir reconnaître que de la manière dont ce processus a été conduit, on peut parler de tout sauf d'exclusion. Maintenant, on ne va pas empêcher ceux qui ont de la facilité à voir de l'exclusion partout, il faut encore d'y voir de l'exclusion. Mais quel que soit le regard que cela porte sur le processus électoral, quel que soit le ressentiment, quel que soit le point de vue, ils ont une responsabilité, préserver la paix et la cohésion nationale. Quand on est porteur de projets qui consistent à créer des conditions de violence, il y a quelque chose qu'on oublie. Nul, a priori, ne pourra parier, pouvoir s'en tirer à si bon compte. Parce que, puisque nous devrions savoir, lorsqu'on reste derrière son clavier, ou quel que soit l'endroit où l'on se trouve, et qu'on prend du plaisir à créer de la psychose dans l'opinion, à vendre la peur aux Béninois, à parler de la violence comme si c'était quelque chose de normal, de judicieux. On oublie une chose, quoi? Que quand la violence commence, personne ne pourra parier pouvoir s'en tirer à si bon compte. Et c'est pour ça que le chemin de la violence doit être banni. Parce que ni ceux qui, éventuellement, pour une raison ou pour une autre, pourraient se permettre d'emprunter ce chemin, ni les autres aussi, personne ne pourra être à l'abri. Et on ne peut pas rester ici aujourd'hui et dire de quoi demain sera fait. Je suis d'accord avec vous. Autant prendre conscience de cette réalité, autant prendre conscience de cette nécessité de préserver la paix que de rester là à longueur de journée, à parler de chaos, à parler de violence, comme si c'était des cacahuètes. Alors, l'élection présidentielle de 2021 va se dérouler en présence de quelques petits éléments que je tiens à rappeler. C'est d'abord la non-popularité des opposants retenus pour la course à la présidentielle de 2021, le refus de dialoguer, on va dire, ou je ne veux pas dire mépris, mais ça en a tout l'air, le mépris face à la requête de dialogue du camp opposé à Patrice Talon. Et est-ce que vous ne pensez pas que ces deux éléments sont quand même plus ou moins suffisants pour faire le lit à un mouvement populaire? D'abord, oui. Sur quoi vous basez pour dire que les candidats qui sont aujourd'hui concurrents face au duo Patrice Talon, Mariam Chabi-Talata ne sont pas populaires? Qu'est-ce qui vous fait dire, honnêtement, scientifiquement et objectivement, sur quoi repose cette hypothèse? Sur rien du tout.
sur des approximations, sur une vue de l'esprit, etc., etc. Parce que nous sommes en train d'aller dans un scrutin présidentiel. Nous sommes en train de nous préparer pour aller voter le 11 avril prochain. Bien sûr. Et votre conscience électorale n'est pas la mienne. Vous avez votre conscience électorale, un peu comme chacun d'entre nous en a la sienne. Alors, sur quoi l'on peut se baser pour dire qu'un candidat n'est pas populaire, alors que là où vous êtes, vous, rien ne vous oblige à faire un choix dans un sens comme dans un autre le 11 avril prochain, puisque c'est tout ça qui détermine la popularité. On parle comme si le scrutin a déjà eu lieu, comme si on a déjà les résultats de l'élection. Il y a des candidats qui compétissent face aux candidats de la majorité présidentielle, autour desquels on peut organiser toutes sortes de coalitions, toutes sortes d'alliances, pour essayer tout au moins, si c'est le souhait, de faire jouer Patrice Talon. Je ne pense pas que le problème qui se pose soit un problème de popularité. Je pense que le problème qui se pose, c'est beaucoup plus un problème d'orgueil, un problème d'égocentrisme surdimensionné de ces acteurs politiques qui pensent que sans eux, la République ne peut pas respirer. C'est bien dommage. Ça ne se passe comme ça nulle part au monde. Ce n'est pas parce que quelques-uns d'entre nous n'ont pas réussi à être candidats que le souffle du pays va s'arrêter. Ce n'est pas possible. Et du coup, il y a deux choses à faire le 11 avril prochain. Soit on vote pour Patrice Talon ou on vote contre Patrice Talon. Et à partir du moment où ce choix est encore possible, il n'est pas normal que l'on parle d'exclusion. Nous sommes en train de nous préparer à vivre une élection très démocratique et il revient aux opposants, aux acteurs qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle de faire des choix démocratiques. Et les choix démocratiques, bien évidemment, ne peuvent s'acoquiner avec des menaces verbales pratiquement tous les jours sur les réseaux sociaux. Vous en êtes témoin, vous en enregistrez pratiquement tous les jours. Non, ce n'est pas comme ça. Les Béninois peuvent avoir entièrement confiance à le gouvernement qui jouera quand même entièrement sa partition pour que le prochain scrutin se déroule dans d'excellentes conditions de sécurité pour tout le monde. Alors, cette émission se poursuit et l'autre actualité qui a quand même agité le Bénin, c'est l'arrestation de Rekia Madougou, ancienne ministre béninoise, candidate recalée du parti Les Démocrates, Rachidi Odio en tant qu'analyste politique. Comment analysez-vous tout ceci? Vous savez, Pissouillon, nul n'est au-dessus de la loi. Ni vous, ni moi. Et l'appartenance à un bord politique ne vous confère pas une espèce d'immunité contre la justice. Ce qui est important, c'est que la justice aujourd'hui dans notre pays est une justice qui fonctionne très bien, quoi qu'on en dise. Les juges, les mêmes qui font le travail depuis 20 ans, depuis 25 ans, c'est les mêmes qui sont là. On n'est pas allé chercher des juges en Espagne, en Italie, en Chine, en Inde, en Arabie Saoudite, pour les importer au Bénin et juger au Bénin. C'est la même justice qui fonctionne, qui fait son travail. L'état des droits, il est en marche. La démocratie, elle est en marche. Une compatriote a été interpellée par la justice. Très rapidement, le procureur spécial près la Criette, qui conduit l'enquête judiciaire sur cette affaire, a donné un point de presse pour situer les uns et les autres. Très rapidement, parce que, vu que c'est un personnage politique,
Et puis le contexte aussi, le contexte électoral. Donc, il fallait un procureur spécial après la criette, qui est quand même, quel que soit ce que certains avocats disent de lui, et qui est quand même un magistrat chevronné, qui partout où il est passé a laissé quand même des traces positives, dont tout le monde témoigne de la qualité, de l'expertise, qui fait son office de façon... C'est le compliment-là. Oui, bien sûr, je le dis parce que très souvent, lorsqu'on voit la politique dans toutes les affaires, on essaie de piétiner les qualités des hommes. Je parle du procureur spécial après la criette parce que bien avant qu'il soit à la criette, il a eu quand même à occuper d'autres fonctions. Il faut tout simplement écouter ce que les acteurs de la justice disent du personnage par rapport à sa manière de travailler, sa connaissance du droit, sa conduite des dossiers, sa rigueur dans le travail. Pour revenir à notre sujet. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est qu'il a jugé nécessaire de venir nous livrer sa version des faits par rapport à l'étape où se trouvait la procédure. Je ne pensais pas que cela devrait donner lieu à toute la polémique qui a suivi. Ce que je vais dire, c'est quoi? Il faut que nous sachions que personne n'a intérêt à ce que qui que ce soit se retrouve en prison par plaisir ou juste ou en raison de ses activités politiques. Non, je ne pense pas aujourd'hui que ce soit la préoccupation du gouvernement. Vous savez, avant cette dame, il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui ont toujours critiqué le gouvernement, qui ont toujours dit ce qu'ils pensent, qui sont d'abord été plus virulents. Plus virulents dans la critique. Alors, on n'est pas allé les interpeller, on n'est pas allé les chercher. Alors, si on en est arrivé à elle, ce dont on a la garantie aujourd'hui, c'est qu'elle aura droit à un procès équitable, avec toutes les garanties constitutionnelles de ses droits pour la défense. À partir de cet instant, il n'est plus nécessaire de faire de la polémique. C'est une affaire de justice. Une affaire de justice reste une affaire de justice jusqu'à ce que le jugement ait lieu. Et les acteurs politiques qui s'empressent de voir derrière cette interpellation, la manipulation politique de la justice, etc., pour moi, vont un peu trop vite en besogne. Un peu trop vite en besogne. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que la justice fasse son travail et que toute la lumière soit faite sur tous les contours de ce dossier. Alors, Rachidi Odio, puisqu'on parle du dossier Rekia Madougou et qu'elle a été arrêtée pour fait de terrorisme et autres, étant la candidate portée par le parti les démocrates, pensez-vous que ce parti aujourd'hui risque sa dissolution, comme le prétendent une certaine opinion? Non, puisque vous parlez de quelque chose qui, pour moi, relève de la loi. Vous savez, les conditions dans lesquelles un parti politique peut être dissous sont consignées dans la charte des partis politiques. Et a priori, je ne pense pas qu'on en soit, je ne pense pas que ce soit à le niveau où nous sommes actuellement. Et puis, je me réjouis tout au moins de ce dont vous parlez. Ce n'est pas une information qui vient du voie officielle. Non, pas du tout. J'ai bien parlé de risque de dissolution. Oh, oui, non. Parce que les faits reprochés sont quand même graves. Quand ça vient comme ça, surtout quand on parle du parti Les Démocrates, lorsqu'on connaît un peu l'histoire de ce parti politique, vous savez, tout ce qui touche aujourd'hui le parti Les Démocrates, on ne voit que le gouvernement. Donc c'est pour ça que on ne peut pas évoquer quand même la situation de ce parti politique, vu son histoire, en faisant comme s'il n'y a rien eu par le passé, des accusations,
des procès d'intention. C'est pour ça que je dis, quand on parle de risque de dissolution, il faut aller questionner la loi. Mais ce que je peux vous dire, Oui. La candidate dont vous avez parlé et le parti politique, les démocrates, à des moments donnés, doivent être vus comme deux choses différentes. Ah, Ah oui. Et ce que je vais vous dire, je souhaiterais que vous me suivez très bien. Il s'agit de deux choses différentes. Et je vais vous démontrer comment est-ce que cette candidature est détachable du Parti du Parti des démocrates. des démocrates. Allons-y. Première chose, Oui. c'est les conditions dans lesquelles cette candidature a été pratiquement portée par le Parti des démocrates. Parce que, avec les développements successifs de l'actualité que nous avons eu ces dernières semaines, nous avons pu comprendre que c'est un projet de candidature qui relève d'une autre logique. Une logique parfois très lointaine. Or, le Parti des démocrates avait sa logique. D'ailleurs, je peux vous dire que le Parti des démocrates a été pris dans l'étau des fourvoiements stratégiques. Parce que, pendant longtemps, ils ne se sont pas fixés sur ce qu'il fallait faire pour aborder la présidentielle. Ils étaient sûrs et certains qu'avec le parrainage, ils ne pourront pas participer à l'élection présidentielle jusqu'au jour où Patrice Talon, lors de sa tournée de reddition de comptes, alors qu'il n'a prévenu personne, a pris l'engagement solennel de faire le plaidoyer, de mettre en branle son lobby politique pour faire en sorte que ce parti, s'il désigne son candidat, Obtiennent le parrainage. Et vous avez suivi de façon constante les hauts responsables de ce parti politique, que ce soit Eric Ombete, que ce soit Alassane Tiré, que ce soit Etienne Azatasso, ils n'ont pas besoin de parrainage. Or, la candidate dont vous parlez, qui est venue se greffer sur le Parti des démocrates, elle voulait le parrainage et a même entrepris des démarches pour avoir ce parrainage-là. Elle a mis en œuvre toute une stratégie qui n'a pas fonctionné, qui a fait flou pour l'obtention de parrainage. Elle est même allée jusqu'à livrer ses partenaires le 4 février, lorsqu'au dépôt des dossiers à la Sénat, elle disait qu'elle est rentrée en contact avec des parents de la majorité présidentielle qui lui ont fait des confidences. Vous voyez? Et puis, ça a créé toute une situation. Il est utile donc de revenir là-dessus. Donc, tout ceci montre très bien que cette candidature peut être détachable du projet de candidature du Parti des démocrates, même si par la suite, il y a eu des rattrapages, il y a eu des amalgames, il y a eu des confusions. Le Parti des démocrates a fait l'option d'un boycott non assumé de la présidentielle. Boycott non assumé parce que, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, le président Patrice Talon avait dit « Je ferai tout pour que vous ayez le parrainage ». Il n'y a pas eu de démarche officielle avec des preuves pour montrer aujourd'hui que le Parti des démocrates avait voulu réellement obtenir de façon officielle, de façon transparente, le parrainage et ne les a pas obtenus. Et d'ailleurs, le 4 février 2021, vous avez bien suivi le président de ce parti politique qui a dit le parrainage, même si on nous l'offrait, on ne prendrait pas. Et ça, tout le monde l'a entendu. Je ne pense pas que le débat soit encore aujourd'hui à ce niveau. Ce débat est dépassé. Mais si j'ai été obligé de revenir sur tous ces aspects, c'est pour vous montrer que lorsque vous parlez de cette candidature, de la candidature donc de cette compatriote, de cette dame qui n'avait pas été acceptée par la Sénat et qui avait été, dont les recours ont été rejetés devant la Cour constitutionnelle, il ne faut pas lier ça systématiquement au projet du Parti des démocrates pour la présidentielle. Les démocrates avaient leur chemin, ils avaient leurs options, ils avaient leur stratégie, mais ils se sont fourvoyés dans leur stratégie.
Ils ont eu, comme je vous l'ai dit, un vouvoiement stratégique. Le vouvoiement stratégique, c'est la manifestation évidente de l'échec d'une action politique ou d'une action géopolitique du fait de la multiplicité du choix stratégique qui se heurte à une contre-stratégie que le stratège du départ n'a pas prévu dans son plan de réadaptation ou de réajustement stratégique. Il n'avait pas fait un choix. Est-ce qu'il faut boycotter les élections? Est-ce qu'il faut participer? Parce qu'il se disait que Patrice Talon a les moyens stratégiques, politiques et populaires de sa réélection. Si eux participent aux élections et que Patrice Talon est réélu, nonobstant tout ce qui a été dit en 2019 et en 2020, ce n'est pas bien pour eux. Et voilà comment le Parti Les Démocrates a été pris dans l'étau de vouvoiement stratégique. Ils étaient perdus, complètement perdus, comme au fond de l'océan. Et à partir de cet instant, il fallait que le parti fasse un choix. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il ne faut pas partir? À la dernière minute, vous avez vu les choix qui ont été faits. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Ok. Rachid Ello, nous sommes au terme de cet entretien. Votre mot de fin. Non, puis je vous remercie d'être venu recueillir mon analyse sur l'actualité électorale. Vous savez, dans cette dernière partie, oui, je voudrais surtout m'adresser aux personnes de ma génération, aux jeunes, pour leur dire, il est impossible d'avoir des situations de chaos et de violence sans la participation des jeunes. Je voudrais dire à tous les jeunes béninois de participer à construire l'histoire, de se rappeler constamment les événements d'avril, mai et juin 2019. De ne pas oublier le lourd tribut que des dizaines de jeunes ont payé du fait de la fragilité parfois de leur conscience, du fait de leur vulnérabilité à la manipulation et à l'instrumentalisation politique. Après les jeunes, je voudrais donc m'adresser maintenant aux parents. Les jeunes, dans cette période, il est très important que les parents sachent qui est-ce que leurs enfants fréquentent, quelles sont les rencontres auxquelles ils participent, avec qui ils discutent, dans quels projets ils sont impliqués, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un État où les forces de sécurité et de défense suivent tout à la lettre, tout ce qui est activité illégale, illicite, tout ce qui est projet malsain. Vous avez vu la manière dont la prévention se fait en matière donc de lutte contre la criminalité et contre les violences. Il ne faudrait pas après que des parents disent non, qu'ils ne savent pas ce que faisaient leurs enfants à tel endroit ou à tel autre endroit. C'est très important. Il nous revient de nous dire que la vie de notre pays ne doit pas s'arrêter à une élection présidentielle. Et voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes au terme de cette émission où j'ai reçu Rachidi Ojo, journaliste, analyste politique. Nous avons parlé, entre autres, de l'actualité électorale, du risque de tension, de compromission de paix par les acteurs politiques, de l'arrestation de Rikiat Madougou et du risque de dissolution du Parti Les Démocrates. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain émission.